Basically, whether you care about climate change, social justice, inequality, debt issues, all of that depends on governance. And governance is the ability for the government to respond to and preempt or plan for, in long-term ways, how to solve these problems. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo qui traite en toute modestie le problème fondamental de l'humanité. Dans la première partie, on avait disséqué la citation d'un scientifique du nom d'E.O. Wilson qui expliquait que le problème fondamental de l'humanité, c'était qu'on avait des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des technologies divines. La question qu'on va se poser dans cette deuxième partie, c'est est-ce qu'Internet et les réseaux sociaux font partie de ce problème fondamental? Et si c'est le cas, eh bien pourquoi? La Fabrique sociale, 4e épisode, c'est parti. Quel risque peut présenter un réseau social comme Facebook pour la société? Alors il y a plusieurs réponses possibles, mais beaucoup d'experts s'accordent sur le fait qu'un des problèmes principaux, c'est que les intérêts d'une plateforme comme Facebook ne sont pas alignés avec les intérêts de ses utilisateurs. Bon, je vous l'accorde, c'est pas une situation qui est complètement nouvelle. On connaît tous l'histoire du vendeur de voitures qui sait qu'il a une bagnole absolument pourrie et qui va quand même la refourguer à un client, donc le vendeur exploite tout simplement une asymétrie d'information qui existe entre lui et son client. Et bien d'une certaine manière, la situation est assez similaire avec Facebook. Comme pour le vendeur de voitures, l'objectif du réseau social, c'est de générer du profit. Pour y arriver, Facebook doit maximiser le temps que passe chaque utilisateur sur sa plateforme. Exactement comme pour le vendeur de voitures, Facebook va en fait exploiter une asymétrie d'information. Mais alors comment? Eh ben, de nombreux ingénieurs qui travaillent pour l'entreprise sont des diplômés en psychologie et savent bien comment le cerveau humain fonctionne. Et en fait, ces connaissances leur permettent d'exploiter les émotions paléolithiques dont parlait Wilson, tout ça pour nous rendre accros à la plateforme. Et nous, les utilisateurs qui sommes de l'autre côté de l'écran, eh ben, on connaît extrêmement mal nos biais et donc on est super vulnérable aux techniques qui sont employées par Facebook. Je vous prends un exemple qui peut paraître anodin, la couleur des notifications. Cette couleur, elle n'a pas du tout été choisie au hasard par les ingénieurs de Facebook, parce que la couleur rouge, c'est tout simplement la couleur qui capte le mieux notre attention. Beaucoup de scientifiques pensent que si le rouge capte autant notre attention, c'est parce que notre cerveau l'associe au danger. Et à travers notre évolution, on aurait développé une sensibilité au rouge qui est associée par exemple au sang ou au feu. Donc c'est pas un hasard si c'est aussi une couleur qui est utilisée pour les feux de circulation par exemple. Le problème, c'est que ces notifications développent chez nous un sentiment d'urgence, alors que la plupart du temps qu'on reçoit une notification sur Facebook, c'est parce qu'un ami nous a tagué sur un truc assez banal, comme une vidéo de chat qui joue du Dr Dre au piano. Assez banal en somme. Donc en décidant que les notifications soient en rouge, les ingénieurs de Facebook créent un sentiment d'urgence perpétuel et nous rendent accros à la plateforme. Bon, je prends cet exemple, il y en a un tas d'autres, on aura le temps de repasser dessus dans de futures vidéos. Du coup, on voit bien qu'avec un réseau social comme Facebook, on est dans un rapport de force déséquilibré. D'un côté, le réseau social dispose d'une armée d'ingénieurs brillants qui sont diplômés en psychologie et qui sont bien décidés à vous hameçonner. Et de notre côté, nous, en tant qu'utilisateurs, on est toujours aux aguets et ça nous amène à sortir notre portable toutes les 2 minutes pour aucune raison valable. L'addiction qui résulte de ces techniques a des effets qui sont extrêmement nocifs pour les utilisateurs. Par exemple, la montée de l'anxiété chez les jeunes utilisateurs d'Instagram qu'on a évoqué dans la partie 1 des Facebook Files, ou l'effet polarisant de l'algorithme de Facebook qu'on a pu voir dans la partie 2. Et toutes ces dérives, mises bout à bout, fragilisent énormément notre société et notre capacité à coopérer. Dans une époque qui va demander énormément d'efforts et d'intelligence collective pour faire face à des crises complexes comme le changement climatique. Beaucoup d'études montrent que l'utilisation intensive des réseaux sociaux et l'omniprésence des smartphones pourraient diminuer nos capacités cognitives. Pour l'illustrer, il y a une étude qui a été faite récemment et qui est assez intéressante. Les personnes qui ont accepté de participer à l'expérimentation vont passer des tests de mémoire et de raisonnement. Ceux qui ont obtenu les meilleurs scores, c'était les personnes qui avaient laissé leur portable dans une autre pièce. En deuxième position, c'était les participants qui avaient laissé leur téléphone portable dans leur poche. Et les plus mauvais élèves, c'était les personnes qui avaient laissé leur téléphone sur leur table. Donc en fait, même quand il est éteint, la seule présence de notre smartphone influe négativement sur nos capacités cognitives. Et comme aujourd'hui on a toujours nos portables sur nous, ben voilà quoi. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Bon. On a assez perdu de temps comme ça. Pour prendre un autre exemple, avec l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux, on consomme de plus en plus d'informations, tandis que notre temps pour les consommer n'a pas changé. Du coup, pour consommer plus d'informations en autant de temps, notre capacité de concentration est fortement diminuée. Il y a d'ailleurs une étude de Microsoft qui date de 2015 et qui explique que le temps d'attention serait passé de 12 secondes au début des années 2000 à 8 secondes. Encore une fois, si on veut résoudre des problèmes complexes, on va avoir besoin de concentration. Et si cette capacité diminue, eh ben, on a un problème. Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Face à cette tendance qui est assez inquiétante, un autre acteur devrait siffler la fin de la partie, l'État. C'est son rôle de servir d'arbitre dans ce rapport de force déséquilibré qui existe entre les grandes entreprises de la tech et les utilisateurs. Mais est-ce seulement si simple? Eh bien, pas vraiment.
E.O. Wilson considérait qu'une institution comme l'État était médiévale, dans le sens où c'est une institution qui a souvent un temps de retard pour encadrer ou réguler des technologies. Et ce constat, il est particulièrement frappant aujourd'hui avec la régulation de la Big Tech. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à encadrer ces entreprises ? Alors, il peut y avoir plein de raisons différentes, mais j'aimerais en mentionner deux. Premièrement, des entreprises de la tech comme Facebook sont à la fois jeunes et très complexes. Ces entreprises ont un niveau de croissance et d'impact jamais vu dans l'histoire. Avant Facebook, c'était absolument impossible d'obtenir 3 milliards d'utilisateurs en l'espace d'une décennie. Cette croissance super rapide, elle peut être expliquée par ce qu'on appelle la loi de Metcalfe. La loi de Metcalfe explique que la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré de ses utilisateurs. Si vous avez 3 utilisateurs sur votre réseau, la valeur de votre plateforme est égale à 9. Avec 25 utilisateurs, votre plateforme a une valeur de 625. Et si vous avez 1000 utilisateurs, votre réseau vaut 1 million. 2 + 2 is 4, -1, that's 3, quick maths. En fait, le nombre d'interactions qui est possible dans un réseau de 1000 personnes est sensiblement supérieur à un réseau de 25 personnes. La loi de Metcalfe, ça explique du coup pourquoi Facebook a une croissance exponentielle à ses débuts, ce qui a permis à la plateforme de prendre une avance irrattrapable pour ses concurrents. Pourquoi je m'embête à expliquer ça ? Parce qu'une plateforme qui devient si importante en si peu de temps, c'est une plateforme qui est par définition complexe. Donc nos représentants politiques, comme nous, ont du mal à la comprendre et donc à la réguler. Plutôt que d'avoir une approche proactive en anticipant les dégâts collatéraux de plateformes comme Facebook, on adopte par défaut une approche réactive. Il faut attendre que le problème arrive pour régler le problème. Par exemple, il a fallu attendre des années pour comprendre pleinement l'effet qu'avait une application comme Instagram sur la santé mentale des jeunes utilisateurs. Mais une fois qu'on avait compris, le mal avait déjà été fait sur des millions d'utilisateurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'un nouveau système de régulation qui soit capable d'anticiper les avancées technologiques et de répondre plus rapidement aux problèmes quand ils sont repérés. C'est loin d'être simple, mais c'est essentiel. La deuxième particularité qui rend les entreprises de la tech difficiles à réguler, c'est que les réseaux sociaux affaiblissent la gouvernance elle-même. Facebook, en étant en partie responsable de la polarisation croissante de notre société, a accru les divergences politiques entre les citoyens, qui ont donc élu des représentants politiques à leur image. Du coup, l'effet polarisant s'est répercuté sur la classe politique, et donc plus personne n'arrive à s'entendre. Et puis bon, les représentants politiques utilisent eux-mêmes ces plateformes et sont autant que nous victimes de ces effets de polarisation. Il n'y avait qu'à analyser 2 minutes le compte Twitter de Donald Trump pour s'en apercevoir. Mais alors pourquoi ça pose problème ? Comme nous, les représentants politiques ont du mal à coopérer et donc à se mettre d'accord sur des mesures de régulation concernant les entreprises de la tech. Et il y a une histoire assez frappante qui peut servir d'exemple. Après l'audition de Frances Haugen, la lanceuse d'alerte dont on avait évoqué le cas lors de la première vidéo sur les Facebook Files, un sénateur républicain lui a proposé de la rencontrer directement pour discuter de mesures de régulation. Le truc, c'est qu'entre-temps, il y a des rumeurs qui sont propagées sur les réseaux sociaux et qui expliquaient que Frances Haugen était un agent démocrate qui avait lancé cette affaire des Facebook Files pour pousser à la régulation des réseaux sociaux en faveur des démocrates, notamment en censurant pas mal de personnalités politiques républicaines. Du coup, peu avant de rencontrer Haugen, il y a des collègues républicains de ce sénateur qui lui ont mis la pression et du coup, le rendez-vous a été annulé. Voilà pour montrer à quel point les réseaux sociaux influent directement sur notre classe politique et les empêchent de coopérer pour adopter des mesures de régulation. Et je parle pas des dépenses de lobbying colossales des entreprises de la tech. Voilà pour les particularités des réseaux sociaux qui en font des entreprises extrêmement difficiles à réguler. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? L'équation d'E.O. Wilson est particulièrement utile pour comprendre les défis que nous posent les entreprises de la tech et peut servir de base pour trouver des solutions à ce problème. Les réseaux sociaux sont des technologies divines puisqu'elles impactent la totalité de notre monde, exploitent nos émotions paléolithiques de différentes manières et parviennent régulièrement à échapper à la régulation de nos institutions. C'est des technologies qui diminuent notre capacité à coopérer alors qu'on rencontre des défis de plus en plus complexes. Donc on pourrait être tenté de dire que oui, les entreprises de la tech posent un danger existentiel pour nos sociétés. Mais ce constat ne doit pas nous décourager pour autant parce que leur potentiel est aussi exceptionnel. Imaginez des réseaux sociaux qui nous aideraient à coopérer à une échelle mondiale. Le potentiel est là, maintenant, il faut creuser pour le trouver. Maintenant qu'on a exposé le problème fondamental de tout ça, on pourra se concentrer dans de prochaines vidéos sur des solutions qu'on pourrait apporter et qui pourraient nous extirper de cette situation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ou à vous abonner juste après. Allez, ciao!